Comment Franky deviendra l'arme ultime comme par le passé de Nika, là pour Monkey D. Luffy. Car alors que les ennemis sont repérés et se déchaînent sur Elbaf, que chacun compte bien se donner à fond, les mystères se révèlent peu à peu. Franky, le nouveau robot géant, les Mugi pirates de Colon, les protecteurs d'Elbaf qui vont tomber théorie, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1144 de One Piece, nommé Le Temps des Guerriers. Et sur la page cover, on retrouve Yamato qui a libéré le charpentier. Et est-ce qu'il était aussi là pour remettre d'aplomb le bateau de Kaido par la suite pour que Yamato l'utilise pour Wano? Qui sait, ou peut-être pas. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et commençons tout de suite, sans blabla, par Franky, le nouveau robot géant. Étant donné que Ripley le ramène après la fresque pendant sa visite guidée privée historique d'Elbaf dans ce qui semble être un ancien robot géant comme Emmet, mais plus dans le style du château dans le ciel. Et là, il est vraiment énorme. Oui, on se rend bien compte de la taille de la bête et ça fait vraiment la différence quand on se dit que des géants peuvent se balader à l'intérieur. Lilith et Bonnie ont rejoint Franky, mais comme il le dit, le bâtiment mystérieux crie science et Ripley explique que cet ancien robot date d'il y a plus de 3000 ans. Bon, et donc on a eu le robot de Joy Boy, on l'a vu, celui-ci serait peut-être plus à rapprocher de l'époque de Nika, et vu que la fresque était étrangement avec Franky quand on la découvrait, en son centre, dans un certain sens, on pourrait se dire que Franky serait lui aussi, tout simplement, celui qui accompagnerait le nouveau Nika, qui accompagnera Monkey D. Luffy en tant qu'arme ultime. Surtout qu'il est devenu un cyborg en s'opérant tout seul, et désormais, il pourrait aller beaucoup plus loin dans la transformation de son corps grâce à Lilith, Vegapunk à ses côtés. Et là où réellement il pourrait devenir l'arme ultime des Mugiwara, c'est que tout simplement en réalité, c'est que s'il veut construire quelque chose d'énorme, il en a déjà les plans depuis bien longtemps. Il a les plans de Pluton dans sa tête. Vraiment, Franky va briller, j'y crois. Mais bon, un nuage vient les attaquer et justement, l'alerte est lancée, les Mugiwara de Colon. Du côté de la forêt où les monstres se déchaînent, les géants galèrent face aux squelettes géants que Brook pense être une version de lui-même, dans un certain sens. Ouais, c'est vrai que ça marche. En même temps, c'est vrai qu'il faut des copyrights, c'est une star, et ils ont un vrai sens de l'hospitalité, les géants. Version guerrier, bien sûr, ils ne veulent pas que les Mugi combattent en tant qu'invités. Jarl est lui mis au courant par Nami et les gardes qui sont tombés que des intrus sont là, avec Jinbei qui dira la phrase la plus logique dans l'univers de One Piece. C'est que s'il y a des éléments étranges dans ce monde qui arrivent, on peut se douter que c'est dû à un fruit du démon. Ça a tellement de sens, ça devient tout à fait logique que Macron soit réélu une deuxième fois alors que tout le monde le déteste. Comment ça, il n'y a pas de fruit du démon dans ce monde? Et c'est peut-être dû à mon côté suspicieux de tout, mais quand on nous dit que les événements étranges dans le monde, c'est toujours dû à des fruits du démon normalement, je me dis que c'est peut-être un moyen de nous la mettre à l'envers et de nous montrer que plus tard, en fait, la réalité, c'était de la magie ou même de la science, les fruits du démon. Et de toute manière, tu connais cette règle de fiction, toute science trop avancée pour qu'on la comprenne est semblable à de la magie. Donc, en soi, c'est vrai que si l'ancien royaume qui pouvait construire des robots géants énormes, surpuissants, avait pu mettre des pouvoirs dans des fruits, on aurait pu dire que c'est de la magie ou de la science, comme vous voulez. Enfin bref, il lance l'alerte des intrus humains, ainsi malgré le refus des géants, vu que Colon aussi veut rentrer dans la bataille, et a un bateau surtout, il dit qu'il sera le capitaine et veut bien emmener les Mugiwara avec lui. Oui, les pirates du Colon, ça fait très maladie intestinale. Comme quoi Luffy avait raison d'essayer de tabasser cet enfant, il lui vole ses membres d'équipage, mais entre Nami qui ne pardonnera pas à ceux qui se sont attaqués à des enfants, et Usopp qui veut prouver sa valeur, hâte de voir les Mugi combattre. Du côté de l'ennemi, justement, les chevaliers divins sont toujours en train de kiffer leur repas en détruisant des vies. Et Gunko fait son rituel post-bouffe, écouter de la musique de Soul King. Oui, c'est une fan et ça me fait me dire que s'ils sortent un album de Soul King en japonais et pas en...
Je pense que ça ferait un tabac. Oui, dans un certain sens, on peut imaginer un combat entre eux, mais surtout, je trouve ça génial. Ça donne de la cohérence, de la vraisemblance même à cet univers où Brooke est une star. Donc il fallait bien qu'au bout d'un moment, il rencontre un de ses fans, même si ce n'est pas du côté des gentils. Et en plus, elle est en culotte, donc la rencontre promet. Après, ça renforce aussi peut-être la théorie comme quoi Gunko pourrait être un traître et en réalité du côté des révolutionnaires, étant donné qu'elle aime les Mugi dans un certain sens, et elle pourrait mentir, tu vois, en faisant trop, en disant « Non, moi j'ai grave peur de Nika !» et elle veut absolument tuer les ennemis comme Loki, mais en réalité, elle serait du côté du bien. Tout ça à cause de la théorie complètement farfelue, simple, mais plutôt efficace, qu'elle a un chapeau avec des lunettes et les autres révolutionnaires aussi, et qui sait, en fait, avoir un traître, ça pourrait toujours être intéressant, comme ceci avec le CP0. Au passage, si ça t'intéresse, c'est ça qu'elle écoute. Puis de son côté, Saul essaye de retenir les enfants somnambules ensorcelés qui marchent vers le feu avec des boucliers pour ne pas se prendre la malédiction. Ça marche, mais ils se touchent entre eux en les bloquant, donc en fait ça ne marche pas. Ils se piquent, ils en souffrent, le plan est alors de les retenir avec une corde pour les séparer, mais Fenrir le monstre arrive, le loup géant, et se dire que donc une créature que Killingham a fait sortir, il peut lui donner des ordres, déjà ça change la donne au niveau de sa puissance. C'est vraiment très efficace son fruit du démon. Les créatures sont donc le gros problème à gérer, mais heureusement la cavalerie est là. Les protecteurs d'Elbaf, Capitaine et Bragos. Puis, alors que les géants galèrent face à un dragon, une attaque vient les sauver. Les anciens capitaines géants qui ont dessoulé arrivent avec leur bateau, le Great Eric, et un gros équipage, mais surtout l'alcoolique mais redoutable Scooper Gaban. Et se dire que ce sont eux qui protègent Elbaf, c'est se dire tout simplement qu'il n'y a aucun souci à se faire. Enfin ça, c'est ce que je me suis dit au début, mais je pense que même ce serait profitable pour la narration de cet arc, que, par exemple, on ait prochain chapitre, donc Cooper Gaban et les géants qui gèrent, puis qu'ils se fassent défoncer par les chevaliers divins qui arriveraient. Tout de suite, ça mettrait la menace en place si le bras gauche du roi des pirates tombe, des chevaliers divins. Très clairement, franchement, si tu veux me hyper des personnages, fais tomber Gaban. Fais tomber Gaban une fois, là je te prends au sérieux, et c'est peut-être de ça qu'on a besoin pour lancer le combat, même des Mugi face aux chevaliers divins. Enfin, on verra bien. Bref, voilà, petit chapitre de transition qui laisse les choses avancer. Personnellement, je suis encore très curieux de voir une créature, le Black Nika, et en attendant la suite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.